Donc on se retrouve et toujours avec Jean-François Villeray de Bluecom sur le véhicule électrique à batterie pour cette seconde partie. Peux-tu nous en dire un petit peu plus et surtout, pour commencer, je crois qu'on entend souvent ce sujet autour du véhicule électrique, c'est l'autonomie. Donc déjà, on va enlever peut-être les préjugés ou nous expliquer exactement c'est quoi l'autonomie d'un véhicule électrique. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, d'abord, très clairement, il faut bien prendre en compte que cette autonomie, elle est croissante. Le premier Vendée Énergie Tour en 2014, on avait au mieux des véhicules qui faisaient 140 km, enfin qui avaient 140 km d'autonomie. On leur faisait faire plus de kilomètres que ça dans la journée, donc on s'arrachait un peu les cheveux pour savoir comment les charger tous, surtout quand on avait beaucoup de véhicules. C'était en 2014 en plus. Donc c'était il y a 8 ans simplement. Il y a 8 ans, on était à 140 km d'autonomie. Aujourd'hui, 2021, à quelques exceptions près sur des voitures d'entrée de gamme, mais vous êtes entre 300 et 500 km d'autonomie. Donc la marche effectuée en 8 ans est phénoménale. Et probablement que pour les meilleurs véhicules, hein, les berlines pour destiner à la grande distance, on sera probablement autour de 700 km en 2025. Et peut-être un peu plus tard, mais après, pour moi, ça ne sert plus à rien. On en parlera tout à l'heure. Ça ne sert à rien non plus d'avoir des autonomies démesurées, et on expliquera pour ça tout à l'heure. Et finalement, il faut se poser la question, combien de fois par an avec un véhicule donné, est-ce que je fais plus de 300 ou 500 km par jour? Alors, schématiquement, je pense qu'il y a au moins un véhicule de ménage sur deux qui ne fait jamais cette distance-là. On ne part pas en vacances avec deux voitures, en général, dans un ménage. Il n'y en a qu'un qui part loin. Donc, il y a au moins un des deux véhicules des ménages qui est concerné par cette autonomie. Les entreprises, vous pouvez avoir parfois, effectivement, notamment des commerciaux qui font des grandes distances. Mais il y a aussi des entreprises qui travaillent sur un territoire départemental et qui ne font jamais ce type de distance. On avait très clairement, par exemple, la semaine dernière, sur ce rallye du Vendée Énergie Tour, quelques entreprises. Je vais citer Immersion Piscine, hein, par exemple, qui est une entreprise qui fait donc des piscines, qui installe des piscines. Ils avaient 3 voitures électriques présentes sur le rallye parce qu'effectivement, leur territoire d'intervention, c'est le département. Et donc, cette autonomie-là leur suffit très largement. Hein. Et quant aux collectivités, c'est pareil. Je pense que vous avez très peu de véhicules qui, dans la journée, dépassent les 300 ou 500 km. Donc, effectivement, cette autonomie qui n'est pas encore... c'est pas 1000 km, on n'a pas besoin d'avoir 1000 km, encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais elle est largement suffisante pour de nombreux usages. Donc, il faut à chaque fois bien regarder quel usage j'ai de mes véhicules. Et comme l'a dit Stéphanie d'ailleurs, on peut même aussi se poser la question parfois si on a besoin de prendre le véhicule. C'est un autre sujet. Mais quel est l'usage de ce véhicule? Et puis, il y a peut-être une mixité des véhicules aussi, mixité des déplacements et mixité des véhicules à envisager selon ses usages, selon ses besoins. Avec peut-être un autopartage aussi au sein de la flotte de l'entreprise et non plus un véhicule attitré à une personne. Et dans ce cas-là, effectivement, si parfois on peut avoir besoin de faire un déplacement plus important, il y a un véhicule affecté à cet usage-là, mais tout le reste peut être effectivement sans aucun problème électrique, parce que 300 à 500, encore une fois, c'est une bonne autonomie. Quant au véhicule utilitaire, pour finir sur ce point, on est aujourd'hui entre 150 et quasi 300 km. Alors bien sûr, c'est à vide, alors après ça dépend ce qu'on leur met à l'intérieur, hein, mais entre 150 et 300 km pour ces véhicules, ce qui encore une fois peut convenir, je pense, à des collectivités, peut convenir à certains artisans qui restent sur leur zone. Vous avez en exposition là un véhicule amené par un concessionnaire, hein, qui annonce jusqu'à 370 km. Alors c'est chiffre optimisé bien évidemment, mais comptons 300 km, donc ça fait effectivement qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Donc on parle d'autonomie, mais derrière l'autonomie, il y a aussi, pour l'instant on va encore faire son plein souvent, moi la première, hein, je ne suis pas exemplaire là-dessus, je n'ai pas encore changé de véhicule, mais ça va venir, j'espère. J'ai des partenariats en cours pour ça, mais je le dirai plus tard. On parle d'autonomie, mais en fait c'est aussi la recharge. Donc on évoque souvent ce problème de recharge. Donc qu'en est-il sur le terrain ? Alors, c'est vrai que ça effraie toujours les gens qui n'ont pas encore expérimenté, mais finalement, la recharge, c'est un vrai problème et très relatif, mais c'est surtout un faux problème. D'abord, il faut effectivement, tu parlais du plein, Stéphanie, il faut bien concevoir qu'avec un véhicule électrique, on ne cherche pas à faire le plein dans la journée. Le plein, c'est la nuit. Quand vous avez pris ça en compte, le plein, c'est la nuit. Ça veut dire que mon véhicule électrique, je vais le recharger tranquillement, pas à très grande puissance. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre la nuit. Mais
Est-ce que votre véhicule a besoin d'être prêt à 3 heures du matin si vous partez à 8 heures du matin, donc, ou à 7 heures. Donc effectivement, le plein, c'est la nuit. C'est une recharge qui est relativement longue, encore une fois parce qu'elle a petite puissance, mais votre véhicule est prêt le matin pour faire ses 300 ou 500 km. Et le lendemain, si vous avez toutefois circulé un petit peu dans la journée, vous recommencez, vous le rechargez pendant la nuit, et de nouveau, il est prêt pour 300 à 500 km. Et donc cette recharge est finalement très facile. Elle se déroule à domicile, sur le parking d'une entreprise. Alors effectivement, il peut y avoir la problématique des personnes qui sont en collectivité. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est une recharge tranquille pendant la nuit. Alors, j'ai 2 questions en fait avec ce que tu viens de nous dire. C'est tout d'abord, tu as parlé d'autonomie de 300 à 500 km. Alors effectivement, on ne fait pas tous les jours 300 à 500 km et ça couvre une grande majorité des besoins. Mais le jour où on va faire plus, comment ça gère ça au quotidien? Et est-ce que le réseau est adapté surtout en fait actuellement, si je me lance? Alors, c'est vrai que c'est là où on peut encore progresser très clairement. Alors, si on dépasse cette autonomie de base du véhicule, on va avoir besoin dans la journée de faire un complément de charge. Je dis bien un complément. C'est-à-dire que, encore une fois, le plein d'un véhicule électrique, c'est la nuit. Ça veut dire que si dans la journée, j'ai besoin de recharger parce que j'ai besoin de faire un peu plus de kilomètres que l'autonomie de mon véhicule, je ne vais pas faire le plein. Je vais prendre ce que j'ai besoin pour finir ma journée, avec une petite marge de sécurité bien évidemment, mais je ne vais pas chercher à faire le plein dans la journée. C'est-à-dire que même les constructeurs qui vous annoncent parfois sur leur véhicule que vous allez charger jusqu'à 80% en X minutes, mais quelque part c'est parfois un faux besoin. Ça m'arrive personnellement de m'arrêter 5 minutes, 10 minutes sur une bande rapide, juste pour récupérer 100 ou 200 km dont j'ai besoin pour finir mon parcours de la journée. Et c'est tout, je ne fais pas le plein. Le plein, c'est la nuit. Alors, cette recharge, elle peut s'effectuer effectivement, ce complément de recharge, soit d'abord sur une borne pas spécialement puissante quand on est en stationnement, parce que même dans votre journée, même en faisant quelques kilomètres, il peut très bien arriver que vous restiez en stationnement un certain nombre de temps. Par exemple, pour un déjeuner, si vous passez 2 heures au restaurant, 1h30 au restaurant, s'il y a la capacité de recharger le véhicule à ce moment-là, on va compléter son autonomie, peut-être que ça va être suffisant. Mais effectivement, ces recharges lentes en cours de journée peuvent aussi ne pas être suffisantes, et c'est pour ça qu'on a besoin de recharge ultra rapide pour, en cours de trajet, pouvoir compléter encore une fois cette autonomie. Alors, rapidement sur cette recharge rapide, il y a plusieurs niveaux de puissance qui commencent à se développer. Si on prend au niveau de la Vendée et de ce que le CIDEV a mis en place, on a aujourd'hui 12 bornes de recharge 50 kW qui sont réparties sur le territoire vendéen. On a la station multi-énergie qui va être inaugurée prochainement, va également, dans le multi-énergie, on a notamment 2 bornes de recharge 150 kW qui pourront monter ensuite à 4 bornes quand le besoin s'en fera sentir. Et là, 150 kW, on commence à être sur la grande puissance, et très clairement, on peut faire en 5-10 minutes récupérer ce qu'on peut avoir besoin pour finir sa journée. Et typiquement, sur ce type de borne, on a encore une fois des véhicules qui peuvent récupérer aujourd'hui, pour les plus rapides, 200 km en 10 minutes. Et demain, on sera à 300 km en 10 minutes. Donc finalement, quand tout à l'heure je parlais de cette autonomie qui au-delà de 600-700 km n'est pas très utile, aujourd'hui vous prenez un véhicule qui aurait une autonomie autoroutière de 400 km. Alors autoroutière parce qu'à 130 on consomme forcément un peu plus, donc l'autonomie est un peu inférieure. Un véhicule qui aurait une autonomie autoroutière de 400 km, vous le chargez 2 fois 12 minutes avec des bornes ultra rapides et vous faites 700 km dans la journée. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, 700 km en m'arrêtant 2 fois 12 minutes, ça me convient très bien. 12 minutes, faites le petit calcul, c'est je prends un café, je vais aux toilettes et puis je récupère mon véhicule. Et même, je serais tenté de dire qu'avec un thermique, ça fera même 15 minutes parce que vous aurez d'abord fait le plein pendant 3 minutes et après, vous aurez pris votre café et vous serez allé aux toilettes, alors qu'avec le véhicule électrique, on le fait pendant. Donc, il y a ce petit temps de gagner. Donc, on comprend bien que c'est un changement complet aussi de nos habitudes et de nos usages. Donc chacun, au-delà des structures, on va devoir accompagner aussi chacun d'entre nous. On va devoir être accompagné et puis se dire qu'on va devoir changer cette consommation du véhicule et de l'énergie. Alors ok, j'ai bien compris que la recharge c'était la nuit. J'ai bien compris qu'on allait changer nos usages et nos habitudes. Mais ça veut dire que je vais devoir, ou tous nos participants là, vont devoir s'équiper chez eux ou au sein des entreprises, d'une borne de recharge? Alors effectivement, pour avoir un usage facile du véhicule électrique, il faut que ce véhicule électrique il ait son emplacement et sa borne.
pour justement ce fameux plein nocturne, alors qui peut être en journée aussi. Pourquoi pas, j'imagine un salarié par exemple qui rechargerait sur le parking de son entreprise toute la journée, ça peut être aussi un plein en journée, mais en tout cas c'est un plein sur une durée longue. Donc il faut s'équiper. Alors cet équipement il est très simple, il ne faut pas s'en faire des montagnes. Alors d'abord une simple prise 220 volts dans certains cas peut suffire. Avec une prise 220 volts, en gros on va récupérer 120 à 150 km sur une nuit, c'est pas beaucoup. Mais si vous faites 50 km dans la journée, c'est largement suffisant. Après, l'idéal, c'est quand même de mettre une wallbox, c'est-à-dire une petite borne, en 7 kW, c'est-à-dire 32 ampères mono, ce n'est pas une grosse puissance. Et une borne 7 kW, ça vous recharge n'importe quel véhicule électrique, y compris à grosse batterie, et y compris si le soir vous arrivez quasiment à sec, ça vous le recharge complètement sur une nuit. Et donc, c'est l'équipement qu'il faut effectivement au minimum, chez soi, sur un parking d'entreprise. Parking d'entreprise où, encore une fois, on peut mettre cet équipement à la disposition de salariés. Parce que le seul problème dans ce que j'évoque, c'est la personne qui n'aurait pas de parking privatif. C'est ce que j'allais dire. En plus, les habitudes de vie, les usages des bâtiments vont changer. Donc, comment ça va se passer? Alors, il y a deux cas. Même si j'habite en collectivité, j'ai peut-être d'abord un parking privatif. Alors là, très clairement, aujourd'hui, il y a une réglementation qui oblige les syndics, qui demande aux syndics à ne pas empêcher, à ne pas mettre des bâtons dans les roues, même si sur le terrain, c'est peut-être plus ou moins facile. Mais le syndic, aujourd'hui, ne peut plus s'opposer à un locataire qui souhaiterait avoir une recherche sur son parking privatif. Ça, c'est important. S'il y a des promoteurs immobiliers parmi nous, moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, commencez à pré-câbler tous les nouveaux bâtiments que vous construisez. Parce que si demain, on se rapproche d'une très forte majorité, j'ose pas dire de 100% de véhicules électriques, commencer à pré-câbler toutes les nouvelles constructions, ça me semble complètement évident. Et après, il y a la problématique éventuellement de la personne qui, même en copropriété, n'aurait pas de parking privatif. Et donc là, on se reporte sur les bornes publiques. Alors, le CIDEV a sur le territoire 89 bornes, on va dire de recharge longue. CIDEV, syndicat départemental de l'énergie de la Vendée. C'est ça. Merci de le préciser. Le CIDEV, effectivement. Je pense à nos participants ici en ligne. Le CIDEV a 89 bornes sur le territoire. Bon, je crois qu'il y a un schéma directeur, on va en parler tout à l'heure, où il y a des projets. Mais très, très clairement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est mettre à la disposition des usagers, dans les centres-bourgs en particulier. Ce n'est pas que c'est une problématique de ville importante. On peut aussi avoir dans des villages des maisons mitoyennes sans garage, sans accès sur la rue pour le véhicule. Donc il faut effectivement prévoir sur les places de village, dans les parkings publics, etc., peut-être un équipement croissant au fur et à mesure que le parc va évoluer de bord. Mais encore une fois, ce n'est pas de la grande puissance, c'est pour charger tranquillement pendant la nuit. D'accord, donc on voit que ça va s'organiser, ça va se développer petit à petit. Bon, alors maintenant, je suis une entreprise, une collectivité, ça y est, je veux me lancer. J'espère qu'au moins, peut-être, vous avez envie d'essayer de vous équiper là rapidement en véhicule électrique. Rapidement, 2022. Alors, comment on peut s'équiper sereinement, en fait? Alors, sereinement, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de la stratégie globale, il faut aller vers ce qui fonctionne. Dans un premier temps, si vous ne voulez pas prendre de risques, si vous ne voulez pas mettre vos salariés en difficulté, commençons par ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne sur le véhicule électrique, encore une fois, c'est des usages qui sont inférieurs à l'autonomie du véhicule. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez plein d'usages qui sont inférieurs aux autonomies actuelles. Pour ces usages-là, vous y allez tout de suite dès 2022. Surtout le phénomène d'apprentissage qu'on a évoqué, le phénomène de cette échéance que vous fixez éventuellement pour 2030. Donc dès maintenant, dès que vous renouvelez vos véhicules, moi j'aurais tendance à vous dire, pour ces usages-là, quand l'usage est inférieur à l'autonomie du véhicule, vous y allez. Après, c'est vrai que sur des usages qui seraient vraiment très longs, ou des véhicules qui effectueraient beaucoup de kilomètres dans la journée, ça peut être un peu prématuré, on peut peut-être attendre un petit peu, notamment, alors deux choses, que l'autonomie augmente encore un petit peu, et surtout qu'on ait un réseau national d'infrastructures de recharge rapide, en particulier sur les autoroutes, qui soit encore mieux implanté. Il commence à être intéressant. Le gouvernement s'est fixé, alors je crois que c'est fin 2022, une échéance à ce que toutes les stations autoroutières devront être équipées de plusieurs bornes de recharge ultra rapide. Donc les choses avancent. Mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas la priorité. Alors je ne vous dis pas de ne pas le faire, notamment ceux qui veulent être un petit peu pionniers, mais ce n'est pas la priorité. Commençons par ce qui est facile, très très clairement. D'accord. Alors, une dernière question rapidement pour qu'on puisse enchaîner sur notre troisième partie. C'est la question qui revient évidemment à toute équipe, sur tout investissement, la question du budget. Quel est le coût d'achat d'un véhicule électrique? Et puis peut-être le comparer au coût habituel qu'on a l'habitude de dépenser pour un véhicule classique.
Alors là, il s'agit du fameux TCO, hein, le coût de possession du véhicule. Alors, bien sûr, ça va dépendre de chaque véhicule et des usages que l'on a, mais de manière assez sommaire, globalement, un véhicule électrique aujourd'hui, alors pour un véhicule léger, ça coûte encore un petit peu plus cher, même avec la prime, ça coûte encore un peu plus cher qu'un véhicule thermique. Plus on va vers du véhicule lourd, plus l'écart est aujourd'hui quand même important, hein, c'est vrai. Sur le véhicule léger, il existe. Il est à relativiser sur les véhicules haut de gamme, où on se rend compte que le véhicule haut de gamme électrique n'est pas forcément plus cher que son homologue thermique. Mais on a globalement un coût d'achat encore un petit peu supérieur. Par contre, on a un coût d'usage qui est très nettement plus avantageux. Le coût énergétique d'abord. Surtout quand on charge à domicile ou même à fortiori en entreprise où vous avez parfois des tarifs d'électricité encore plus avantageux. Donc le coût énergétique est très intéressant. Vous avez un entretien qui est quasi nul. Vous n'avez pas de changement de courroie de distribution, vous n'avez pas de vidange. Les freins s'usent très peu parce qu'on a une régénération. Hein, pour ceux qui connaissent, on régénère quand on lève le pied de l'accélérateur, ce qui freine en même temps. Et donc, on utilise très peu les freins du véhicule électrique. Donc, on a un coût d'entretien qui est très faible. Pour les entreprises, on a également un intérêt fiscal assez fort. Hein, vous n'avez pas de TVS. Vous n'avez pas bien évidemment le malus là, qui va s'alourdir prochainement sur les véhicules thermiques. Et vous avez aussi, et peut-être surtout, un suramortissement pour ces véhicules électriques hein, qui peut aller jusqu'à 30 000 €, alors que sur le véhicule thermique, en fonction du CO2 qu'il dégage, hein, ça peut descendre jusqu'à 9 000 € aujourd'hui. Donc amortir 9 000 ou amortir 30 000, fiscalement, c'est pas pareil. Et vous pouvez même arriver, si votre constructeur vous fait, ou votre concessionnaire, une facture de la batterie qui est mentionnée, enfin, où la batterie est mentionnée sur la facture, on peut même amortir la batterie séparément ou en complément des fameux 30 000 €. Donc pour un véhicule qui dépasserait 30 000 €, on peut finalement l'amortir à 100%. Donc on voit qu'il va y avoir aussi là un changement un peu de paradigme et de questionnement par rapport au budget. C'est plus le coût d'achat et son amortissement, mais un coût global. Et puis qu'est-ce que je veux en faire sur un nombre d'années plus important. Donc aussi là, un changement aussi par rapport à nos habitudes de questionnement sur la gestion de notre budget et de notre comptabilité. Je renvoie à certains travaux qu'on fait aussi sur ces éléments, sur la comptabilité multicapitale, et je pense que l'acquisition de flotte ou de nouveaux véhicules est un des sujets dans cette comptabilité de demain. Voilà, un petit aparté, je me permets. Merci en tout cas Jean-François pour ces explications sur le véhicule électrique à batterie. On va continuer nos échanges sur les flottes de véhicules, les typologies de véhicules et les énergies. Avant ça, on lance un petit jingle.